Moi je suis réalisatrice, je présente au CRP 4 films, 4 réalisations filmiques, euh, qui oscillent entre documentaire et forme poétique. En somme, c'est le lieu où vivent, c'est le foyer. Mais le foyer comme comme habitat et comme lieu de production. C'est le lieu qui génère une économie. L'économie au sens où on est à l'écoute de son environnement pour essayer d'en vivre de manière apaisée, d'y participer collectivement. Ces 4 réalisations qui ici sont mises en dialogue, j'ai le sentiment que pour certaines, en tout cas c'est ce que je me raconte, les films ne se répondent pas tant les uns les autres, mais disons sont un peu le fantôme les uns des autres. Je pense la plus particulièrement au bruissement de la parole, qui a été tourné dans le désert d'Atacama du Chili, et à Géographie de l'ineffable, qui a été réalisé et donc produit à l'occasion de cette exposition au ICOS. Ces 2 films-là, d'une certaine manière, ils dialoguent par les fantômes qui les habitent et qui sont incarnés par ce motif assez récurrent dans mes films qu'est le nuage. Un motif qui en fait, peut-être le terme n'est pas le bon, c'est plutôt un personnage qu'un motif. Ce qui m'importe beaucoup par rapport à cette question du nuage, c'est de voir à quel point il inscrit des formes de récits dans nos imaginaires. Et ce qui m'intéresse, c'est de convoquer ces récits, convoquer ces imaginaires qui sont pluriels et qui éjectent la question du verbe, de la parole, pour inviter les spectateurs à partir en quête de signes. Donc comment un paysage est force de proposition, comment un lieu est force de proposition en termes de narration, comment est-ce que de ce fait on va pouvoir s'en saisir pour le faire basculer dans le champ de la représentation, et à quel moment ce paysage va se passer des mots pour venir nous raconter, nous transmettre quelque chose qui est de l'ordre du sensible. Il y a 2 films qui très clairement pose la question de l'habitat. Il s'agit de Una storia d'amore tournée à Rome, dans un ancien fort militaire qui a été occupé et où vivent des personnes en autogestion. Il donne une place à la nature qui est proche de ce que Gilles Clément a nommé le tiers-paysage. Puis il y a aussi le portrait d'une ñaña qui est mapuche, que j'ai pu rencontrer au Chili lors de mes séjours là-bas, et qui vit dans une ruca, c'est une maison spécifique donc à ce peuple autochtone, où l'azmapu là-bas est une valeur très importante qui consiste à construire son habitat en regard du lieu où il vient se nicher. C'est des habitats c'est des habitats qui sont construits à même la terre battue et qui sont enfumés constamment pour les rendre imperméables. Je me sens plus à l'aise avec l'image mouvement qu'avec l'image fixe, parce que tout d'un coup il y a possibilité d'être dans un phrasé, d'être dans une rythmique qui interroge justement ce qui se passe en termes de message entre tel et tel plan, qu'est-ce qui se raconte, et je crois que c'est à cet endroit-là que les choses peuvent être entreaperçues, pas totalement, pas de manière entière, pas de manière figée, que les choses peuvent nous échapper. Et je pense que c'est la définition même de la construction du sens, relier des choses qui en apparence n'ont rien à voir entre elles.
Ça, c'est vraiment l'art du montage. Et donc, si elles n'ont rien à voir entre elles, mais que pourtant un lien a été créé, qu'est-ce qu'on est en train de raconter? La bande sonore de chaque film est travaillée généralement en dialogue avec un ou une compositrice qui, très en amont du projet, me suit dans la réflexion du film, les intentions qui évoluent. Pour Géographie de l'ineffable, je n'ai pas travaillé avec un compositeur, j'ai travaillé plutôt avec une bruiteuse. L'art du contrevent, c'est un livre que j'ai lu pendant juste avant de faire le montage, et je pense que l'attention que porte Alain Damasio dans les descriptions qu'il fait du vent et des descriptions qui sont avant tout musicales, c'est quelque chose que je partage vraiment en termes d'attention et de sensibilité. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'est plus juste face à un son, on est véritablement dans du langage qui invite à être écouté. Et à partir du moment où on fait entendre toutes les nuances au spectateur, quelque part, on lui ouvre la possibilité, on lui ouvre la porte par rapport à... On l'invite à être dans une écoute qui n'est pas celle juste d'un bruitage. On l'invite à être à l'écoute d'autre chose. Et cette autre chose, c'est justement qu'est-ce qui se passe quand le son d'une tornade vient rejoindre le son d'une robe qui est en train de tourner parce que un personnage, cette femme en l'occurrence, est en train d'entamer la danse des tourneurs derviches, etc. Tout d'un coup, on entre dans quelque chose qui est de l'ordre de la cosmogonie. On n'est plus dans la description d'un paysage, on est dans une cosmogonie qui s'écrit par le paysage, par les personnages présents à l'image et par les liens qui sont tissés. C'est des questions assez complexes et que c'est des questions très théoriques abordées par beaucoup de disciplines qui m'intéressent, comme l'anthropologie, la philosophie. C'est des disciplines auxquelles je fais souvent appel, que je convoque beaucoup au moment où j'écris mes projets de films. C'est des disciplines que j'aime convoquer au-delà de leur académisme pour justement interroger leur caractère indiscipliné. Que je fais ressortir dans des représentations qui justement n'appartiennent pas à ces disciplines que sont l'anthropologie, la philosophie. L'écriture, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. J'ai vraiment du plaisir à écrire. C'est quelque chose qui est vraiment fondateur par rapport à mes projets, mais qui reste toujours dans les coulisses, qui me semble pas nécessaire d'adresser de manière frontale et directe, peut-être parce que j'ai une certaine méfiance envers les mots, que je les trouve trop entiers, je sais pas comment dire, trop directs. C'est important pour moi de questionner la capacité qu'on a d'accueillir un récit qui est complexe, qui nous demande de réfléchir, je pense que c'est aussi quelque chose de propre aux œuvres d'art en général, qui est de ne pas se donner entièrement et de ne pas être uniquement... une de leurs propriétés, c'est pas uniquement d'être visible, de se donner à voir, de se donner à entendre, c'est aussi une expérience, quelque chose que l'on traverse, qui va peut-être qu'on va peut-être emporter avec nous comme un petit bagage qui va faire son chemin plus tardivement. J'aime bien cette idée
qui est importante pour moi d'un point de vue politique et poétique aussi, qui est qu'une œuvre d'art ne se consomme pas. On est en dialogue d'abord avec une œuvre d'art, mais ce dialogue, il est possible si l'œuvre d'art, elle n'a pas le fin mot de l'histoire. Donc il y a quelque chose qui est très important pour moi à protéger au moment où j'adresse une forme artistique, c'est cette possibilité de dialogue, la possibilité que les choses m'échappent parce que le spectateur va se retrouver face à un objet qui va lui parler peut-être pas tel que je l'espérais moi. Donc à un moment ça va un peu lui appartenir, et puis de la même manière, lui va peut-être se sentir désemparé un petit peu parce que je lui donne à entreapercevoir des choses. C'est aussi le principe d'une image qui fonctionne avec cette loi qui est celle de l'ombre et de la lumière, mais aussi celle du cadre. Et là, on est plutôt dans un rapport propre à l'image-mouvement. Qu'est-ce qui se passe quand un cadre vient être relié à un autre? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on passe d'un plan à un autre? Qu'est-ce qui se joue entre ces deux plans? Qu'est-ce qui vient se raconter? C'est peut-être le propre de la vidéo, de l'image-mouvement.